Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h49, merci d'être avec nous. Ça commence à débattre déjà dans le studio avec Yves Ducardrel et Thierry Guerrier pour le petit déjeuner de l'actu. On va parler de pas mal de sujets ce matin, de la PMA, de Mediator, de Thomas Cook. Si vous avez, vous aussi, des sujets sur lesquels vous avez envie de rebondir, voilà, vous nous appelez 0826 300 300. Bah oui, peut-être commencer avec vous, Yves Ducardrel, sur cette histoire de Thomas Cook qui intervient. Enfin, il y a quand même 600 000, c'est ça, touristes qui sont dans le monde entier. Au moins, oui. 10 000 Français, 80 000, il y en a certains qui devaient partir ce matin, aujourd'hui. Il y a ceux qui sont partis et il y a ceux qui ont réservé et qui devaient partir. Donc qui ont payé. Donc c'est un double degré. Ce qui est impressionnant, c'est une société, on l'a dit, qui a presque 2 siècles d'existence, 178 ans d'existence, et qui effectivement attendait une levée de fonds. Attendait de l'argent frais, notamment devait apporter 200 millions de livres, ce qui conditionnait l'apport de 900 millions de la part des Chinois de Fosun, qui sont les propriétaires du Club Med, notamment. Et cet argent n'est jamais arrivé, donc d'où cette cessation de paiement. Ça, c'est sur le strict plan financier, mais sur le plan économique et structurel, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le fait que on est entré dans un nouveau monde du tourisme avec des agences dont la valeur ajoutée est de plus en plus limitée face aux sites internet, face aux sites qui donnent des avis, au TripAdvisor, etc. Un écosystème comme Thomas Cook, qui était complètement intégré depuis les agences jusqu'à la propriété des avions, multipliait les risques. Quand on voit déjà le seul fait d'être une compagnie aérienne, on l'a vu la semaine dernière avec Aigle Azur et XL Airways, c'est déjà très compliqué. Eux, ils multipliaient les risques en étant à la fois voyagistes, propriétaires d'agences de voyage et propriétaires de compagnies aériennes. Donc ils avaient vraiment une situation très dangereuse. Et le troisième point, c'est quand même un des premiers effets du Brexit. Parce que, le Brexit est derrière ? Oui, parce que leurs principaux clients, ce sont des voyagistes britanniques. Et on a constaté une forte baisse à l'approche du Brexit du nombre de voyagistes, de voyageurs britanniques. Et voilà, on est à un mois du Brexit. Ah oui, donc il y a un effet Brexit déjà. Bien sûr, il y a un effet Brexit. Oui. Thierry Guerrier, mettez bien votre micro. Il y a une réalité aujourd'hui qui est la capacité ou non des pouvoirs publics, notamment européens, à garantir des règles de concurrence loyale pour tous, qu'elles soient appliquées de la même façon pour tous. C'est un véritable enjeu pour toutes les autorités des États-nations dans le monde, mais en particulier pour l'Europe, face aux grandes plateformes qui arrivent notamment des États-Unis, mais aussi parfois de Chine, et qui imposent des règles différentes. Airbnb, par exemple, a ses propres, évidemment, sa propre capacité à venir bousculer l'économie traditionnelle, mais aujourd'hui, les hôteliers à Paris, et notamment les petits hôteliers, mais qui ont des règles assez drastiques, des charges bien entendu sociales pour leurs employés, mais aussi des règles de sécurité tout à fait légitimes, se retrouvent totalement dans une situation très difficile face à Airbnb, et en particulier à ceux qui trichent avec le dispositif Airbnb, pas ceux qui ont un appartement qu'ils louent de temps en temps, non, ceux qui en ont acheté 3, 5, qui les ont développés à Paris pour essayer d'en faire un véritable business, et qui ne sont pas, en revanche, soumis à ces règles particulièrement exigeantes, c'est légitime, de sécurité ou de charges sociales, comme je le disais, et ça, est-ce que les communes, les départements, les régions, en l'occurrence, l'État, est capable ou non de faire respecter ? C'est tout un combat plus général, et je pense qu'il s'inscrit dans le combat aujourd'hui de Bruno Le Maire et des pouvoirs publics, dans ce combat pour faire payer, par exemple, les grandes plateformes, leur faire payer des impôts légitimes pour qu'ils contribuent à la richesse nationale, à la solidarité, au fonctionnement de nos caisses de sécurité sociale, etc. Vous avez raison, Thierry. Vous parlez de Airbnb qui, en même temps où Thomas Cook dépose le bilan, quasiment, Airbnb annonce son introduction en bourse.
c'est un effet miroir, assez pathétique. Mais il y a quand même des initiatives. Anne Hidalgo, ça fait 1 an qu'elle a 1 an, elle s'est réveillée au bout de 4 ans de mandat. Oui. Mais Yann Brossard, heureusement, s'est mobilisé sur ce sujet. Mais Paris est une des rares villes où Airbnb est réglementé, où dans le monde, vous voulez dire, la location en France, il y a quelques grandes villes, notamment aux États-Unis, qui ont commencé aussi à s'en préoccuper. Mais le problème, c'est surtout, je pense à tous les petits hôteliers de la Côte d'Azur. Là, ils étaient complètement démunis. Mais vous savez qu'à propos des hôteliers, partout dans le monde, mais en France en particulier, un certain nombre de plateformes leur imposent leurs règles, un peu comme Amazon aux petits commerçants, par exemple, aux petits producteurs, et réduisent leurs marges. Ce qui fait que la valeur ajoutée, y compris d'un objet qui n'est pas délocalisable, qui est un hôtel, eh bien, très bien, il fait des efforts considérables pour être attractif, pour être attirant, pour avoir des... Et puis finalement, on lui retire sa marge parce que c'est... je vais pas les citer, Booking ou d'autres, qui vont lui piquer sa marge. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, par exemple, quand parfois je passe par un site de recherche, je vais sur Liligo parce que c'est français. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et il reverse un peu plus aux commerçants. Il y a Lionel qui est avec nous, qui veut réagir de Pontoise, en région parisienne, et qui veut réagir aussi à l'actualité. Il y a beaucoup de sujets sur la table. La manifestation des Gilets jaunes ce week-end, donc pas Airbnb, mais Thomas Cook, on en a parlé, la PMA, on l'évoquera tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous fait réagir? C'est les Gilets jaunes, justement. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Bienvenue à tous. sur Sud Radio. Merci, toujours un plaisir. Moi je voulais revenir par rapport à ce week-end. Donc le retour des Gilets jaunes, le retour... J'ai rarement été absent. C'est une demande de retour, sauf que on a été séparés en plusieurs groupes de façon à pouvoir être un peu partout. Moi, j'ai préféré suivre un petit peu pour voir comment ça se passait, les cortèges déclarés. Donc, il y a eu la retraite avec le FO, où ça s'est bien passé. Ensuite, on a, comme on était juste à côté du parc du Luxembourg, on a pu migrer directement vers la marche du climat. Où là, par contre, on sait ce qui s'est passé. Donc, à savoir qu'il y a une séparation, les gens ont compris que les Black Blocs faisaient plus de mal que de bien, donc se sont séparés un petit peu et se sont séparés de ces gens-là. En voulant sortir de façon à ne pas être incriminé, puisque tel est le nouveau texte de loi. Si on est pris dans une manifestation où il y a de la dégradation, on peut être présumé responsable de ces mêmes dégradations. Absolument, oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, vous sortir, sauf que on était trimballés de nouveau, comme les précédentes manifestations, de barrage en barrage, en nous disant non, la sortie elle est là-bas, c'est une sortie filtrante, elle est là-bas. Sauf qu'il n'y avait pas de sortie. On est resté une demi-heure comme ça dans les gaz à essayer de sortir, sans avoir le moindre, la moindre direction de sortie. Au bout d'un moment, ils ont su comment contenir les Black Blocs. Donc la marche a repris. Ceux qui voulaient sortir, on nous a sommé de suivre la marche. Étonnamment. Donc on a fini par faire un sitting. Et puis de pouvoir sortir quand les véhicules sont partis. Mais il y a eu aussi les gazages directs. On voit ce couple d'étrangers qui se plaignent d'avoir été tirés à vue. Oui, il y en a beaucoup qui ont été bloqués du côté de Saint-Lazare, d'Opéra, dans beaucoup d'autres endroits. Et comme vous l'avez dit, vous restez avec nous, Lionel. On en débattra. Ce sera notre débat d'ailleurs tout à l'heure aussi à 9h20 avec cette question. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir des manifestations sans violence. Alors, vous êtes assez partagé sur les réseaux sociaux pour l'instant. 65% non. Et beaucoup rejettent la faute aussi aux policiers et aux autorités également. Donc, nous en débattrons tout à l'heure et on reviendra sur l'ensemble de l'actualité dans un instant avec Thierry Guerrier et Yves de Cardrel. Merci d'être avec nous. 8h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. C'est la suite du petit-déj de l'actu aujourd'hui avec Yves de Cardrel et Thierry Guerrier. Et vous, au 0826 300 300. Et nous sommes toujours en ligne avec Lionel.
Oui, bon, rebonjour Lionel. On avait une question à vous poser, Lionel. Oui, Lionel, c'est Yves de Cardrel qui voulait vous poser en fait une question, puisque vous l'avez dit, hein, Lionel, vous étiez dans la rue ce week-end pour l'acte 45 des Gilets jaunes. C'est une question très, très simple. Vous avez longuement parlé du dispositif, des manifestations de la police, etc. Oui, ça on y reviendra tout à l'heure à 9h20. Je voudrais juste revenir à l'origine des Gilets jaunes et ce pourquoi vous allez encore dans la rue aujourd'hui. Je voudrais savoir, dites-nous, quelles sont vos 3 principales revendications en tant que Gilets jaunes aujourd'hui? Alors les miennes, elles restent identiques à celles du premier jour. Hein. C'est les taxes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Les gens qui sont obligés pour survivre, certains de profiter de certaines aides qui pauperisent d'autres secteurs. Donc une meilleure gestion fiscale. Le RIC de façon à pouvoir revenir au précepte de la Ve République, hein, qui, je rappelle, c'est le peuple qui est censé être écouté. Hein. Pour l'instant, on voit que c'est tout sauf ça. Le RIC. Les principaux reste ça. Après, effectivement, moi je vous rejoins sur ce. Je pense que la question, elle avait ce but-là, c'est qu'on entend beaucoup de parler de la pollution, de l'injustice sociale et autres. Bon, ça c'est ce qui s'est greffé par la suite. Si on écoute vraiment le dialogue, il est resté le même. Le problème, ça reste toujours le carburant qui continue à augmenter, l'électricité qui continue à augmenter, où les gens ils sont pris plus pour des vaches à lait qu'autre chose. Pour vous, Lionel, malgré les mesures, rien n'a changé pour vous? Parce que M. Macron a mis 17 milliards d'euros sur la table au mois entre février et avril. Pour couvrir des petites des petites choses, mais tout le monde n'y a pas bénéficié. Et derrière, en plus, il y a un rétropédalage. Regardez au niveau des voitures, des remises pour les voitures. D'un seul coup, non, finalement, c'est plus autorisé. On va revoir les accords. Là, on parle. Il y a beaucoup de choses qu'on n'entend pas encore, malheureusement, et on parle pas. Mais il va y avoir aussi la revue au niveau des autoroutes et des nationales à 4 voies. Ça, personne n'en parle, mais il y a cette privatisation. C'est qui va la payer? Ça va être encore ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture. Moi, je suis pas à Paris même. Hein, je me déplace uniquement certains samedis. Le reste du temps, je suis en campagne. En campagne, on nous ferme nos écoles, soi-disant qu'ils les feraient pas fermer. On nous ferme toutes les urgences. Derrière, on est de plus en plus obligé d'utiliser la voiture. Puisqu'on nous enlève les transports ferroviaires routiers, surtout dans le Vexin. Donc, on est obligé de prendre les voitures. Donc d'utiliser des carburants, malheureusement, parce que les voitures électriques, nous, on peut pas les utiliser. À peine on appuie sur l'accélérateur, c'est pour se retrouver à 80. Donc, c'est le moteur thermique qui prend le relais tout de suite. Oui. Donc, Yves de Cardrel, vous avez votre réponse. C'est vrai que sur les taxes... Non mais Yves, ce qui est intéressant, vous avez une autre vision. Vous dites Emmanuel Macron a mis de l'argent sur la table. C'est-à-dire que il n'a pas mis de l'argent sur la table, puisqu'en fait il a évité en tout cas d'aller en pomper un petit peu, quoi. Donc c'est ça en moins. Mais qu'est-ce qu'il a mis sur la table? Beaucoup de mesures qui ont été prises. Quelles mesures? Le retour en arrière de la CSG sur les retraités, des mesures importantes, le gel de la. Mais vous êtes allé à la pompe, Yves. Vous êtes allé à la pompe pour prendre de l'essence. Vous avez vu que ça n'a pas du tout bougé. Tout à fait. C'est même plus cher. Tout à fait. Mais c'est lié à l'augmentation des prix du pétrole. Il n'y a pas que ça. Mais la taxe carbone. Non, mais la taxe carbone qui devait s'appliquer en 2019 a été supprimée, a été gelée. Peut-être qu'elle pourrait revenir, mais elle a été gelée en 2019. Il y a plein de mesures qui ont été prises. Et même si le 25 avril, lors de sa conférence de presse, le président de la République a expliqué pourquoi le référendum d'initiative partagée ou d'initiative ne pouvait pas être mis en œuvre, mais il a pris d'autres initiatives sur notamment... Alors c'est vrai qu'il y a par exemple, Lionel, il y a un référendum qui est en cours sur ADP, il n'y a pas une grosse mobilisation, parce que ça c'est ouvert et il y a...
Nous, on se mobilise. 750, oui, mais il y a que 750 000. Beaucoup de zones commerciales où on fait signer les gens, on en parle. Malheureusement, il n'y a que des gens comme nous qui en parlons, et votre radio, heureusement. Mais dans les autres gros médias, alors pas que je vous estime petit média, bien au contraire, hein, mais en fait, tous ceux qui sont, on va dire, un petit peu suivis et un peu à la manne du gouvernement, hein, je ne vais pas citer leur nom, on n'en entend jamais parler. Le gouvernement eux-mêmes, quand il y a une mise en place d'un référendum, sont censés en faire la pub. Est-ce qu'ils en ont fait la pub? Non. Et en plus de ça, allez dessus pour le faire, vous allez voir que c'est infect. Hein. Alors c'est pas facile. Non mais c'est vrai, c'est pas facile. D'ailleurs, il l'avait reconnu. C'est assez troublant quand vous y allez. C'est compliqué pour pouvoir voter, quoi. Thierry Guerrier. À propos de à propos du référendum sur la privatisation. Du référendum et puis des mesures prises ou pas prises, justement, d'absence en fait de mesures. Non, mais le président de la République a peut-être pas entendu toute la réalité de la situation sociale du pays. Ce qui est vrai, c'est que il sent tellement à quel point il a commis une erreur en prenant avec beaucoup de retard la mesure de ce qui était en train de se produire, qu'il ne cesse de répéter aujourd'hui qu'il est sensible à cette situation, que c'est une obsession chez lui, etc. Par ailleurs, c'est un peu complexe, mais la prime d'activité, avec l'augmentation de 100 € par mois, a des conséquences sur le budget notamment. Bon, ça ce sont les entreprises. Que tout cela, oui, très bien, mais que tout cela n'ait pas été totalement à la mesure de la situation, ça me semble évident. Et l'aveu du président de la République de considérer qu'il a vu ça en retard, trop tard, et que c'est toujours très, très présent, très profond, est une réalité. Moi, le facteur, les faits qui me paraissent les plus parlants aujourd'hui sur cette situation, c'est l'urgence de l'urgence. C'est-à-dire que les services d'urgence aujourd'hui sont dans une situation catastrophique. Vous avez vu, il y a eu encore un nouvel appel de médecins ce week-end. Non, mais c'est le sujet le plus sensible aujourd'hui. C'est la situation de tous ces aides-soignants, de toutes ces infirmières, de tous ces médecins qui font un travail considérable possible. C'est une question d'organisation aussi beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Mais parce que c'est pas une question d'argent. Fondamentalement. Il y a un peu si, parce qu'il y a la question des postes, tout simplement, du nombre de ceux qui sont dans les services. Non, il y a des endroits où les services sont débordés parce qu'on a méthodiquement, Marisol Touraine notamment, organisé pendant des années la réduction des prescripteurs, donc moins de médecins, en ne renouvelant pas, en n'élargissant pas le numerus clausus, par exemple, parce qu'il s'agit d'un sujet important, qui est tout de même le déficit de la sécurité sociale, très bien, mais en le réglant de cette façon comptable et exclusivement comptable, on a réduit par exemple l'idée des prescripteurs et donc le nombre de postes, et on a fait converger de fait tous ceux qui ne trouvaient pas de médecin par exemple vers les services d'urgence qu'on a fini par saturer. Merci Yves de Kerdrel, Thierry Guerrier et Lionel qui était avec nous de Pontoise.